est-ce que vous savez ce que c'est que la cryptozoologie? Sinon, je vais vous l'expliquer, du coup, parce que je suis pas un chien, mais par contre, je vais la faire courte, parce que j'aurai largement le temps de m'étendre là-dessus dans un monstre de film. La cryptozoologie, ou l'étude des animaux cachés, est une science qui cherche à prouver l'existence des cryptides, des animaux dont on n'a jamais pu prouver l'existence alors que des gens affirment les avoir vus. Ces cryptides, vous les connaissez, le monstre du Loch Ness, Bigfoot, le Chupacabra, le Yeti, le Kraken, le fait que Brigitte Macron soit un homme, et le talent d'Aya Nakamura. Il y a des tas de gens qui affirment avoir vu tout ça, mais on n'a jamais pu le prouver concrètement. Et justement, le film dont on va parler aujourd'hui porte sur un des cryptides. La fureur du Yeti. Franchement, on pourrait croire que c'est un film avec Bruce Lee, mais non. Donc ce film est un film d'horreur américain, produit par la chaîne Sci-Fi, encore une fois, et qui a été réalisé par David Howlett. Alors lui, c'est un drôle de phénomène. Il a joué dans pas mal de films connus, Cube, Cypher, La planète des singes, les origines, ou encore La forme de l'eau. Il a joué dans des nanars du genre de Boa versus Python, dans pas mal de séries, comme dans Stargate Atlantis, et à côté de ça, il a réalisé La fureur du Yeti. C'est pour ça que je trouve que le mec est un phénomène en fait. C'est que des fois il marche avec des super mocassins sur un carrelage tout propre, et puis des fois il marche pieds nus dans la merde. Et c'est quand même notre premier monstre de l'été qui est produit par Universal. Excusez-moi. Ah oui merde, c'est vrai qu'il y a Sci-Fi aussi. Bref, le milliardaire Miles a envoyé une équipe en expédition dans l'Arctique pour récupérer la précieuse cargaison d'un bateau pris dans la glace 100 ans plus tôt. Mais sur place, l'équipe fait face à une menace très hostile, des Yetis. Et le film commence au moment où les membres de l'expédition sont attaqués de toutes parts. Baisse-toi ! Merde ! De l'action digne des plus grands films hollywoodiens. Dans le camp balayé par le blizzard, deux survivants, Villers et Bud, rassemblent leurs affaires et rentrent à la base. Sur place, Villers récupère le codex, un livre trouvé sur le fameux bateau, et remet l'épaule de Walterson. J'ai vraiment eu du bol, je t'assure, j'aurais pu... La médecine dans les films, c'est toujours vachement plus simple. Le petit groupe essaie ensuite de se trouver un abri, et bon courage, parce que contrairement à eux, moi perso, je vois que dalle, c'est blanc partout. Et justement, le paysage blanc nacré permet aux Yeti de se camoufler et d'attaquer de n'importe où. Mais la sortie de Walt permet l'entrée d'Ashley, qui a le même fusil à pompe d'airsoft que nous, tiens. La preuve ? Ils rejoignent deux autres survivants et partent en chasse-neige en attendant les secours. Et les secours, c'est eux, Jace et Jonas, qui sont au braquage ce que Passepartout est à la chanson. Alors, porte ou fenêtre? J'en sais rien, la porte est un peu encombrée là. Ouais, c'est pas faux. Le problème avec la fenêtre, c'est qu'on est au 4e. Mais un coup de fil de Miles désamorce la situation. Il a un autre boulot pour nous. Il veut qu'on fonce à l'aéroport. Et alors quoi, c'est fini? Bon, manifestement, c'est une coutume d'être interrompu en pleine bagarre par le téléphone. Enfin, les voilà engagés pour sauver les membres de l'expédition qui, de leur côté, arpentent la banquise jusqu'à croiser le chemin d'un avion, avec à son bord deux pilotes, que j'imagine être russes au vu de l'accent. Mais un Yeti contrarie les plans du scénariste et éclate l'avion. Alors le groupe se dirige vers une station canadienne qui leur servira d'abri, mais une grosse bête à poil prend en chasse le jet ski qui a le plus de personnes. En même temps, pas con, c'est là où il y a le plus de bouffe. Mais le pilote du second jet ski laisse Villers à pied pour foutre une dérouillée au Yeti. Sauf qu'un autre Yeti le dérouille à son tour et disparaît avec. Pendant ce temps, Miles et son assistante Linda briefent l'équipe de secours qui est composée de Tic et Tac, Ted, qui est vétérinaire, Ted Lang, notre médecin. Je suis pas médecin, mais vétérinaire. et Bill et Laura qui ont déjà fait plusieurs balades en Arctique. Le briefing de Miles résume les 19 premières minutes du film et nous apprend l'origine et l'intérêt du fameux codex. La raison pour laquelle il a autant de valeur est qu'il s'agit du seul ouvrage contenant la preuve scientifique de l'existence du Hiron. C'est un descendant supposé du Gigantopithecus ou du Yaoui. Gigantopithecus. Oh, putain, la vidéo va durer 1 minute de plus à cause de ce qu'il vient de dire. Y a quoi? Yaoui, Yeti, l'abominable homme des neiges, Hiron en Chine. C'est le chaînon manquant. Et bien entendu, n'oublions pas que le codex est plus important que les gens qu'il faut sauver. Ça, c'est la règle d'or de ce genre de film. D'ailleurs, les autres sont arrivés à la station canadienne, après avoir perdu l'un d'entre eux au moment de traverser un pont de glace. Pour le coup, je sais pas si elle tire la gueule parce que c'est moche ou parce qu'elle a perdu un copain. Bref, évidemment, les Yetis ne leur lâchent pas la grappe. Ça c'est pas con, tiens, parce que même si elle marche pas, bah faut pas oublier qu'il y a des dents sur une tronçonneuse.
Et une fois qu'ils ont remis le courant dans la station, ils constatent qu'il n'y a pas de chauffage et qu'il y a des trous partout. Donc les Yétis peuvent rentrer. Ça, c'est pas mal non plus, parce que ça fait d'une pierre deux coups. Pendant ce temps, l'équipe de secours est parachutée, et à peine a-t-elle posé le pied au sol que Tom et Jerry prennent la tête de l'équipe. Et après avoir dit tout un tas de conneries... T'as porté quoi comme flingue? 3 9 mm et le T-Rex. 3? Ouais, j'ai dû laisser le 4ème. Il me grattait un peu l'entrejambe à cause des collants. Ils arrivent au camp de base, mais il n'y a que des traces de sang. Tirez pas! Oh! 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 Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pencherai pour des graphismes de PlayStation 2, mais après... Ils passent un coup de fil à Mills pour lui dire que le camp est vide et reprennent leur chemin. Ah oui, j'avais oublié, faut que je vous parle de ça. Ce flingue-là s'appelle le T-Rex, et Jonas l'a présenté à Ted dans l'avion. Et bah c'est une belle pub de merde, hein, y a rien qui va. Bref. En chemin, Laura disparaît. Bon, elle s'est fait bouffer, mais eux ne le savent pas, donc ils la cherchent. Les Yétis leur tombent dessus et embarquent Linda pour lui faire Dieu sait quoi. Par chance, elle se débrouille au fusil à pompe et se débarrasse du gros poilu. Là, pour le coup, le T-Rex de l'autre neuneu, il a servi à rien. Remarque, l'autre, il a un fusil à lunettes avec un temps comme ça, c'est aussi pratique que de manger des petits pois avec une fourchette. Comme les vilains tout blancs ont tendance à trimballer les gens sur une centaine de mètres, ils s'encordent pour ne pas se perdre de vue. À part qu'il y a 80 mètres de corde entre chacun. Donc, quand il y en a un qui se fait embarquer, ils mettent 5 minutes avant de savoir qui est-ce qui a disparu. Jace voit arriver un Yéti, alors il le tue. Et a priori, il l'a joué bullseye, parce qu'il a visé en plein dans l'œil. Et le cadavre leur permet de mieux comprendre ce qu'ils affrontent. Ça a presque la même fourrure qu'un ours polaire. Mais elle est en partie transparente et en partie réfléchissante, ce qui doit altérer la réfraction de la lumière. Il continue et retrouve les autres au camp canadien. Ah, là le T-Rex est plutôt utile en fin de compte. Il casse une graine tout en écoutant les théories de Ted. On est sûr maintenant que ce ne sont pas des ours polaires. Finalement, c'était pas si con que ça d'emmener un vétérinaire. Leur attitude me rappelle plutôt le comportement des primates que celui des ours En polaires. général, il y a combien de gorilles par groupe? Une petite douzaine peut-être, avec un chef. Et grâce au codex, ils apprennent que ce sont des créatures qu'un empereur de Chine a données à des naturalistes anglais. Tant un gouverneur chinois en disgrâce a envoyé une caravane à l'empereur avec un certain nombre de cadeaux. Il a offert ce groupe de Yeren aux naturalistes étrangers du HMS Victoria. Donc ils étaient dans le bateau. Et quand on l'a fouillé, ils ont dû s'échapper. Non, sans déconner, ils sont restés enfermés 100 ans dans le bateau. Et ils sont pas morts. Y a pas que la médecine qui est plus facile dans les films, hein. Le concept de survie aussi est vachement plus simple. Hein. Après toutes ces révélations très intéressantes, il bricole une radio et contacte Mills, qui veut nous faire croire qu'il est à la plage alors qu'il est juste devant notre fond vert. On va pas nous la faire à l'envers. Hein. Et celui-ci leur propose $1 million à chacun pour la capture d'un des Yétis. Laurel et Hardy et Villers sont d'accord, mais pas le reste du groupe. Et malgré eux, un plan est mis en place. Attirer un Yéti dans la chambre froide, l'endormir et tada! Le plan est foireux, mais comment faire autrement? Cependant, Bill et Heidelman ont secrètement été chargés de ramener le codex par Mills sans se préoccuper des autres. Et pendant que le plan de capture se met en place... Une fois qu'elle l'aura touché, on n'aura plus qu'à appuyer dessus pour délivrer une dose de tranquillisant suffisante pour assommer un éléphant. Là, le concept m'échappe un peu, parce que tu tires un tranquillisant à distance, mais pour qu'il fasse effet, faut l'injecter manuellement. Après, c'est peut-être moi, hein, je sais pas, hein, mais ça me paraît sacrément con. Ils se tirent tous les trois en jet ski. Attends, pourquoi tous les trois? Ah, mais oui, parce qu'il y a le vétérinaire. C'est vrai qu'il a la trouille, alors du coup, il part avec eux. Ce qui fait que quand un Yéti entre dans le bâtiment, Ashley est toute seule à tenir la porte qui l'empêche de s'enfuir. Et en plus, il y a un problème dans leur plan, parce qu'à la base, c'est la bestiole qui doit rentrer dans la chambre froide. Mais au final, c'est Villers et les frères Tête Dure qui sont coincés dedans. Et au moment de tirer le tranquillisant, le lanceur tombe en panne. C'est bien la peine de faire les cakes avec et de manquer de tuer Ashley si c'est pour qu'il marche plus. Qu'est-ce que tu fous? La seringue! Ah! Là, c'est le moment où faut lui enfoncer l'aiguille dans le bras. Oh, putain, les nazes. Oh là là. Bon, le Yéti défonce la porte et s'attaque à Ashley, mais Villers prend le T-Rex et explose le monstre. Putain, la vache, il y a combien de litres de sang dans un Yéti? Bref, suite à la bousculade avec le bestiau, Ashley a un pneumothorax, mais pas possible de la soigner puisque le trio de traîtres a pris la trousse de soins. Alors Ellie et Dieudonné s'arment et partent à leur recherche. Ce petit bijou balance du 7000 degrés. Ça sert à couper du béton, c'est chouette. Et moi j'ai trouvé un pistolet de détresse. Ils sont contents?
Les trois Stooges tombent en panne avec leur jet ski et continuent à pince. Mais manque de bol, ils tombent sur les nids des Yétis. Et bien sûr, les propriétaires leur font leur fête. Rick et Morty retrouvent les restes des traîtres et récupèrent la trousse de secours et le codex. Mais l'attention de l'un d'eux est attirée par un bébé qui se trouve dans un nid. Tu sais à quoi ils me font penser? Non, à quoi? À 1 million de dollars. C'est fou parce que comme par hasard, ils ont le temps de faire tout ce qu'ils ont à faire. Il n'y a aucun adulte qui leur tombe sur le rable. Alors, ils se font pas attaquer, mais les parents sont pas loin. Du coup, ils déclenchent une avalanche qui engloutit tout sur son passage. Enfin, au final, elle a pas englouti grand-chose, parce que personne n'est mort. Ni les deux débiles, ni les Yétis. Coup de chance pour eux, quand ils retournent au camp, un hélicoptère de secours canadien arrive. Mais comme par hasard, la porte de sortie est gelée. Donc, un des pilotes sort de l'hélicoptère pour aller les voir et se fait attaquer par un Yéti. Enfin, on dirait plutôt qu'il l'accoste comme un mec bourré, mais bon, c'est pas très grave. Et le bestiau défonce ensuite l'hélicoptère. Alors c'est con, mais il y a du positif là-dedans, puisque une des batteries de l'hélico est en bon état. Et du coup, elle permet au chasse-neige de la station de redémarrer. Seulement, le big boss des Yétis est pas content de voir ses potes mourir, alors il les poursuit et les renverse. Il est au-dessus de nous, ce fumier. Cette fois, on est mal. Mais heureusement, j'ai la lance thermique. Je vais courir et attirer son attention. Ok, soit je le brûle avec ma lance, soit tu le défonces avec ton piolet pendant que moi je regarde. Les frères Baiolo font la bagarre contre lui et l'emportent grâce à la torche. Donc là, ils sont perdus au milieu de nulle part, sans véhicule, mais heureusement, Mills débarque avec un putain de sous-marin. Il vous plaît? Je l'ai récupéré dans un surplus soviétique. Je viens tout juste d'apprendre à le manœuvrer. Ce film est à chier, mais vraiment. Et à mon sens, ça tient au fait qu'il a coûté 2 putains de millions de dollars. C'est-à-dire à peu près 4 fois plus que les films qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et voilà la gueule que ça a pour 2 millions de dollars, bordel! La dernière fois qu'on a vu un film avec un budget comme ça, c'était Raptor Ranch. Et c'était mieux, putain! En plus, les 3/4 des plans représentent de la neige. Il y a juste du blanc à mettre. Comment tu peux louper ça? Pour les Yétis, c'est pareil, c'est du foutage de gueule. Quand ils se baladent, c'est la même trame qui est reprise 80 fois. Il marche, il regarde sur le côté, après il regarde vers la caméra et il attaque. Non mais je veux pas m'énerver, mais il y a des limites. Non mais oh! Foutage de gueule. Tiens, on va parler paléontologie, ça va me détendre. Donc, à un moment, il est fait mention du Gigantopithecus. Alors déjà, c'est Gigantopithèque, pas Gigantopithecus. Espèce de gland, là. Putain, il jetterait des cailloux à cet abruti, là. Bon, bref. Le Gigantopithèque a vraiment existé. Mais on en a trouvé que des dents et des mâchoires. Rien de plus. Néanmoins, il est classé dans la famille des ponginés, dont la seule espèce encore vivante est l'orang-outan. Dans l'idée, on sait pas à quoi il ressemblait. Mais vu la taille de Sachiko, il était bien plus grand que n'importe quel singe d'aujourd'hui. Puisque sa taille est estimée à 3 mètres au maximum, et à un poids pouvant aller jusqu'à 600 kg. De quoi faire une chouette bestiole pour un film de monstre. Mais, je le rappelle encore une fois, on ne sait pas trop à quoi il ressemblait, puisqu'on connaît peu de choses de lui. Donc au niveau design, on peut se laisser aller. Mais je suis sûr qu'il devait pas ressembler à ces espèces d'horreurs là. Pour être honnête, je trouve pas le scénario inintéressant. Sérieux. Une équipe envoyée en Arctique pour récupérer un codex qui détiendrait la preuve de l'existence du Yéti, ça peut être le début d'une série B sympa. Honnêtement, c'est pas plus con que le scénario de certains films qui sortent au cinéma. Hein. Sauf que là, on n'est pas devant une série B sympa. Pendant tout le film, ils vont de camp en camp, ils perdent des gens, ils en retrouvent, et puis ils essaient de capturer un bestiau, après ils ressortent du camp, et puis ça finit comme dans Fast and Furious 8. Y a rien d'intéressant dans ce film. Il est vide, creux, chiant, moche. Et puis franchement, c'est pas les acteurs qui vont sauver les meubles. Au risque de me répéter, en même temps c'est toujours le même genre de film, alors c'est inévitable, la majorité des acteurs et actrices du film ont été des figurants dans 2-3 films ou téléfilms et des seconds rôles dans des séries. À part David Ouellette, dont j'ai parlé pendant la présentation du film, il y a aussi Nancy Butler, qu'on a déjà vu dans Anaconda vs Lake Placid, et qui était la mère de Red Mist dans Kick-Ass et Natasha dans Chasse à l'homme. David Shokashi a débuté dans Alerte à Malibu, mais nous on l'a déjà vu dans le formidable Atlantic Rim, Poisson d'avril. Quant à Laura Haddock, elle a joué la mère de Quill dans Les Gardiens de la Galaxie, elle était dans le dernier Transformers, et dans le tout récent Downton Abbey. Voilà, on en a fini avec la fureur du Yéti, qui au final est plus un pet pingouin qu'une vraie fureur de bête à poil. Et pour le dernier épisode des Monstres de l'été, on va parler d'une créature qui nourrit l'imaginaire des hommes depuis des siècles, et qui a même son pendant mythologique. Le Kraken.